Avec plus de 35 millions de morts, le VIH continue de représenter un problème mondial majeur de santé publique. Qu'en est-il de l'accès aux soins pour les personnes vivant avec la maladie? La question était sur la table lors d'une rencontre entre 11 pays africains qui comptent améliorer l'accès au traitement. À Bangkok, près d'un tiers de femmes tiennent le guidon. Le secteur de taxi-moto dans cette ville thaïlandaise se féminise de plus en plus. Le métier est risqué mais rapporte 2 fois plus que dans les usines. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 11 pays africains veulent mettre les bouchées doubles en vue d'améliorer l'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH en Afrique. Fin 2017, l'on comptait dans le monde plus de 36 millions de personnes vivant avec le VIH, dont plus de 1 million d'enfants et 21,7 millions de personnes étaient sous traitement antirétroviral, toujours en 2017. Et les 11 pays, dont la Côte d'Ivoire, conjuguent leurs forces avec l'initiative d'ITPC, une coalition internationale pour la préparation au traitement. Le reportage de Herman Niamé. Donc, il y a une question de conflit d'intérêts. Comment améliorer l'accès au traitement du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest? La question est au cœur de cette réunion entre les acteurs de la lutte originaires de 11 pays de la sous-région ouest africaine. À l'initiative de ITPC, la coalition internationale pour la préparation au traitement, les acteurs ont passé en revue les différentes données sur l'accès au traitement collectées ces 12 derniers mois. Conclusion, des personnes vivant avec le VIH ont encore des difficultés pour avoir accès aux antirétroviraux et la stigmatisation est encore d'actualité. Il faillit donc faire encore des efforts si l'on veut atteindre d'ici à 2020 l'objectif des 3,90. Nous allons travailler aux côtés du gouvernement en tant qu'acteur de la société civile, mais avec tous les partenaires stratégiques pour faire en sorte que ces différentes barrières soit levée et qu'il y ait une amélioration pour que la région Afrique de l'Ouest, qui est présentée comme une région qui est un peu à la traîne, puisse améliorer l'accès au traitement. 2 jours de discussion pour tenter de réduire les difficultés. 2 jours de réflexion bien appréciés autant par l'UNICIDA que par les pouvoirs publics et les communautés des différents pays participants. La réponse au VIH n'est pas que l'affaire des gouvernements et des partenaires du système des Nations Unies. C'est aussi et surtout celle des communautés. Et il est très important que les organisations de la société civile s'organisent pour contribuer à cela et montrer où sont les obstacles, attirer notre attention sur là où il y a des problèmes. Rappelons que c'est en 2016 que le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose a approuvé la subvention allant de janvier 2017 à décembre 2019 pour permettre à ITPC de faciliter l'accès au traitement en Afrique de l'Ouest. Et pour être plus complet sur le sujet, sachez que le taux de couverture mondial par le traitement antirétroviral des femmes enceintes et des femmes allaitantes vivant avec le VIH s'élève à 80%. La région africaine de l'OMS, où plus de 25 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2017, est la région la plus touchée. Elle concentre également plus des 2 tiers des nouvelles infections par ce virus survenant dans le monde. La santé demeure au cœur des préoccupations pour effectuer la fourniture de médicaments dans les zones les plus reculées. L'UNICEF et le Fonds mondial travaillent aussi en synergie. Les 2 institutions ont offert 55 véhicules au ministère de la Santé pour que les médicaments arrivent rapidement partout en Côte d'Ivoire pour sauver des vies. Le reportage de Douadé Lazer. Pour éviter la rupture de médicaments et assurer le transport des intrants et matériels de santé dans les hôpitaux, l'UNICEF offre 50 fourgons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le soutien financier du Fonds mondial. L'Agence française de développement a aussi offert 5 véhicules de type 4x4. Au total, 55 véhicules destinés aux directions départementales de santé, entre autres Toulepleu, Tingrela et Dimbokro. Ce don d'une valeur d'environ 900 millions de francs CFA vise à améliorer la qualité des services de santé. À ce jour, 83 des 86 districts sanitaires ont les capacités logistiques pour assurer une bonne disponibilité des produits médicaux au niveau opérationnel en vue de garantir la continuité des soins de qualité. La mise à disposition des médicaments et des intrants de laboratoire jusqu'au dernier kilomètre reste un des maillons à améliorer dans notre système de santé. À travers le renforcement de la logistique, objet de la présente donation, le Fonds mondial est convaincu que le système de santé trouvera en cet appui un renforcement conséquent
qui impactera positivement son efficacité et ses résultats. La mise à disposition de ces moyens de locomotion témoigne de tout l'intérêt que les partenaires portent à l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de cette collaboration qui permet d'orienter les appuis vers les défis que sont le leadership, le management, la gouvernance en matière de distribution et l'accessibilité des médicaments au dernier kilomètre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les bénéficiaires à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de ces matériels roulants. Lorsque nous avons des structures sanitaires qui sont éloignées, que nous devons nous rendre avec les doubles cabines, parfois c'est difficile parce qu'il faut faire plusieurs allers-retours. Aujourd'hui, avec ces fourgonnettes, nous pouvons, avec un seul tour, servir beaucoup de centres de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait déjà reçu du Fonds mondial 7 véhicules de type 4x4 et 8 tricycles. Tous ces dons s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2018-2020. Plusieurs dirigeants d'entreprises ont été formés. Ils sont 30 et vont pouvoir améliorer leur rendement et surtout la qualité de leurs prestations en termes de management et ce, avec de nouveaux outils de gestion. Après cette formation, ils seront à même d'améliorer leur processus de prise de décision. Le reportage de Nousangaré est commenté par Dangui Dangui. Ils sont pour la plupart des chefs d'entreprise. Au nombre de 30, ils ont acquis de nouveaux outils de gestion et de management dans divers secteurs d'activité, à savoir la télécommunication, l'agro-industrie, les TIC, le marketing, la microfinance, la banque, eau et électricité, ainsi que le domaine des mines, géologie et pétrole. Après plusieurs mois de formation, ces dirigeants d'entreprise sont aptes à mettre en pratique ces nouveaux outils de gestion dans leurs entreprises respectives. Aujourd'hui, des outils qu'on utilise et qu'on a appris pendant tout notre parcours professionnel souvent sont caducs. Il est important de savoir les nouvelles réalités du monde et avec les nouveaux outils de normes qui existent au niveau international, nous permettent de bien répondre à des problématiques pour lesquelles on n'a pas de solutions aujourd'hui et qui ont été déjà vécues avec d'autres chefs d'entreprise ailleurs. Et cette formation justement permet ce partage d'expériences-là afin de bien répondre à des situations qui vont se présenter à nous. Un plus dans la gestion de mes activités, un plus sur pratiquement tous les plans, opérationnels, je veux dire au niveau des ressources humaines, comment améliorer le management par rapport à la spécificité de mon entreprise. Moi par exemple, je suis marketeur, je suis spécialiste en négociation, mais j'ai appris beaucoup les stratégies structurelles, tout ce qui peut transformer un chef d'entreprise à pouvoir embrasser toutes les qualités pour pouvoir diriger à mieux son entreprise. Cette formation, qui est à sa 8e édition, s'inscrit dans le cadre du programme AMP, Advanced Management Programme, programme qui permet aux managers seniors d'améliorer leur processus de prise de décision, de développer leur talent de leadership et de renforcer leurs connaissances pratiques. 3 présumés braqueurs ont été interpellés par la police de Guibérois, c'est dans l'ouest du pays. Ils étaient spécialisés dans l'attaque des domiciles de pasteurs, d'enseignants et des hôtels. Un véritable soulagement pour les populations. Ngana Konaté. Des populations en pleine exultation suite à l'interpellation d'un gang de 3 braqueurs. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs attaques visant les domiciles des pasteurs et des enseignants à Guibérois. Aux environs de 2h20, j'ai reçu la présence des personnes étrangères de la maison. Et lorsqu'il m'a vu, il a bondi chez moi en portant un coup sur la tête avec le matériel appelé communément arrache-clou. Sur ce, je m'étais écroulé, je m'étais réveillé par la suite et c'est ainsi que nous avons engagé la lutte. C'est à la suite d'une information anonyme exploitée par la police que les braqueurs ont été appréhendés. Leur interpellation a suscité un véritable soulagement au sein des populations. Ça a été vraiment un salut pour nous. Voilà, le fait qu'on arrête ces gens-là, ces terroristes, ces braqueurs-là, ça nous a vraiment fait du bien. Voilà, on arrive à avoir le sommeil maintenant, parce qu'on était vraiment traumatisés. Vraiment, ces gens, on ne doit pas les laisser parce qu'ils ont traumatisé la vie de Guibérois. Ils ne sont pas encore finis, il y a l'impression qu'ils sortent beaucoup. C'est une bande, donc on doit attraper les autres.
Ça mérite même la prison même. La perquisition des domiciles des malfaiteurs a permis de retrouver des armes factices, des couteaux et des téléphones portables. Les bandits ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Sincèrement dit, moi je suis un voleur. Vol là, c'est mon travail. Vol de nuit, c'est mon travail. Casser porte là, c'est mon travail. Oui. Mais il y a d'autres aussi qui viennent mentir ici que pour dire non, comme il a dit en tôle, on va venir mentir sur lui, c'est faux. Moi, ici, voleur, il reconnaît très bien. Il sort très bien, il fait tout. Nyamke Hervé, commissaire de police de Guibéroa, compte mener ce genre d'opération jusqu'à ce que la ville soit pacifiée. Nous appelons les populations au calme et nous allons toujours continuer de mener nos opérations et à les traquer dans les derniers retranchements. Les 3 braqueurs mis aux arrêts ont été déférés au parquet de Gagnoua pour répondre de leurs actes. Une plateforme d'échange et de concertation des églises vient de voir le jour. Il s'agit du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Cette plateforme va permettre d'assainir le milieu et d'aider les serviteurs de Dieu à accomplir au mieux leur mission. Nous Sangare Dangui. Désormais, plus rien ne sera comme avant dans les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Ces églises donnent de la voix pour redorer le blason de l'église à travers un consistoire, une plateforme d'échange et de concertation qui a pour but de permettre aux serviteurs de Dieu de recevoir plus de connaissances académiques et de qualifications en vue d'assurer au mieux le ministère auquel ils sont appelés. Nous voyons que l'église continue de grandir et quelque chose qui grandit doit marquer sa place de façon positive. Nous voulons donc rassembler toutes les compétences du corps de Christ afin que l'Église joue son rôle dans cette nation. Jouer son rôle dans cette nation, c'est que l'Église non seulement rende efficace l'encadrement des chrétiens, mais aussi que l'Église apporte son aide ou bien l'Église mette en place des infrastructures qui pourront aider au bien-être des citoyens ivoiriens. Ce consistoire des protestants évangéliques sera investi le 15 novembre prochain. Cette investiture verra la participation de plusieurs guides religieux venus de plusieurs pays. Elle sera marquée par des symposiums et des témoignages. 147 millions de Brésiliens élisent leur président aujourd'hui. Ils vont choisir entre le candidat d'extrême droite Bolsonaro et son adversaire de gauche Fernando Haddad. Les résultats devront tomber environ 1 heure après la fermeture des bureaux de vote. Bolsonaro a voté à Rio, accompagné de sa 3e épouse Michelle. Fernando Haddad a voté à Sao Paulo, ville dont il fut maire de 2012 à 2016. Aux États-Unis, les 11 victimes de l'attaque contre la synagogue de Pittsburgh, une ville de Pennsylvanie dans le nord-est des États-Unis, ont été identifiées et leurs familles prévenues. Les personnes tuées sont âgées de 54 à 97 ans. Il s'agit de 3 femmes et 8 hommes. 6 personnes ont également été blessées dans la fusillade. Le tireur Robert Bowers a été inculpé de 29 chefs d'accusation et il encourt la peine de mort. Il sera déféré devant un juge lundi, c'est-à-dire demain. Le maire de Pittsburgh a relancé l'épineux débat sur les armes à feu aux États-Unis. Les drapeaux sont en berne. Et puis à Bangkok, en Thaïlande, à l'heure de pointe, seuls les mototaxis semblent pouvoir avancer dans les embouteillages de la ville. De plus en plus de femmes embrassent ce métier de chauffeur de mototaxi qui leur apporte beaucoup plus que dans les usines. À l'heure de pointe, Bangkok s'immobilise ou presque. On les repère se faufilant dans les embouteillages avec leurs vestes orange. Les mototaxis accueillent de plus en plus de femmes dans leur rang. Sur les 130 000 que compterait la ville, elle serait maintenant près d'un tiers. Il y a des accidents dans la rue, donc c'est un travail risqué. Je ne suis pas une gentille fille, je suis une fille dure qui aime faire de la moto. C'est pour ça que je fais ce métier. Certaines ont choisi de quitter leur usine et gagnent maintenant près de 2 fois plus, environ 20 € par jour. Et c'est aussi la flexibilité du métier qui attire de plus en plus de candidates. En 14 ans, Somjit a même réussi à faire sa place comme chef d'une station de moto-taxi. Avant, je travaillais dans une usine. Quand j'avais des problèmes, par exemple mon enfant qui tombait malade, c'était assez difficile de prendre des congés. Mon mari travaille déjà ici. C'est un boulot assez indépendant qu'on peut faire quand on veut. Une grande flexibilité, mais aussi un avantage sur leurs collègues masculins.
De nombreuses clientes préfèrent avoir une femme aux commandes. L'apparence physique de certains hommes peut effrayer les passagers. Mais lorsque les femmes travaillent dans ce métier, notre image a l'air plus douce, pas aussi dure qu'avant. L'image est meilleure. Joindre une bande de moto-taxis reste un sésame difficile à décrocher dans cette mégalopole de plus de 10 millions d'habitants. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.